Janvier 2026. Pendant que vous écoutez cette vidéo, la dette de la France augmente de plusieurs milliers d'euros. Chaque seconde qui passe. 3 482 milliards d'euros. C'est le montant astronomique que notre pays doit aujourd'hui. 117,4% du PIB. Le troisième taux d'endettement le plus élevé de toute l'Union européenne, juste derrière la Grèce et l'Italie. Mais ce chiffre ne raconte qu'une partie de l'histoire. La vraie question est: pourquoi la France devient-elle réellement plus pauvre, et que signifie cela concrètement pour vous, pour votre portefeuille, pour votre avenir? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des données que peu de médias osent aborder aussi franchement. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'analyse économique. Je suis ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble la situation économique française en ce début d'année 2026. Cette vidéo s'appuie exclusivement sur des sources officielles. L'INSEE, la Banque de France, le ministère de l'économie. Pas d'opinion personnelle, juste des faits, des chiffres vérifiables et une analyse objective. Si vous appréciez ce type de contenu informatif et éducatif, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune analyse. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi la France s'appauvrit progressivement, quelles sont les conséquences concrètes pour les citoyens et ce que nous réserve l'avenir proche. Accrochez-vous, car certains chiffres vont vous surprendre. Commençons par le sujet qui fait trembler les économistes, la dette publique française. Au troisième trimestre 2025, selon les dernières publications de l'INSEE en décembre, la dette a atteint 3 482,2 milliards d'euros. Pour que vous compreniez l'ampleur de ce montant, cela représente 117,4% du produit intérieur brut français. Dit autrement, si la France devait tout son argent annuel au remboursement de sa dette, il lui faudrait plus d'un an complet pour l'éponger. Mais voici ce qui est encore plus préoccupant. En seulement 3 mois, entre le deuxième et le troisième trimestre 2025, la dette a augmenté de 65,9 milliards d'euros. Et si on regarde sur un an complet, elle s'est alourdie de 181 milliards d'euros. Pourquoi cette augmentation continue? Parce que depuis 50 ans, la France vit au-dessus de ses moyens. Chaque année, l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale dépensent davantage qu'ils ne perçoivent en recettes. En 2024, les dépenses publiques ont représenté 57,1% du PIB. C'est le deuxième taux le plus élevé d'Europe, juste derrière la Finlande. Pendant ce temps, les recettes n'atteignaient que 51,3% du PIB. Cette différence crée un déficit qui s'accumule année après année, alimentant la dette. Et voici le piège. Plus la dette augmente, plus l'État doit payer d'intérêts. La charge de la dette, c'est-à-dire l'argent consacré uniquement aux intérêts, atteint désormais 59,3 milliards d'euros prévus pour 2026. Pour vous donner une idée, c'est plus que le budget de la défense hors pension. C'est le premier poste de dépense de l'État. Imaginez, presque 60 milliards qui ne servent ni à construire des hôpitaux, ni à améliorer l'éducation, ni à moderniser les infrastructures, juste à payer les intérêts de nos emprunts passés. Maintenant, parlons de ce qui a concrètement changé pour vous au 1er janvier 2026. Car derrière ces chiffres macroéconomiques, il y a des impacts directs sur votre quotidien et votre pouvoir d'achat. Commençons par les bonnes nouvelles, même si elles sont modestes. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, a été revalorisé de 1,18%. Concrètement, le SMIC mensuel brut passe à 1 823,03 €. Cela représente une augmentation de 21,23 € par mois, soit environ 17 € net supplémentaires. Cette revalorisation est automatique, calculée en fonction de l'inflation et de l'évolution des salaires. Les pensions de retraite de base ont également été revalorisées, mais de seulement 0,9%. Pour une pension de 1 200 € par mois, cela représente environ 11 € d'augmentation. Une hausse bien inférieure à ce que beaucoup de retraités espéraient, surtout face à la hausse générale du coût de la vie. Mais attention, car en parallèle, de nombreux tarifs ont augmenté. Les tarifs postaux ont grimpé en moyenne de 7,4%. Une lettre verte coûte désormais 1,52 € contre 1,39 € auparavant. Les colissimos ont augmenté de 3,4% en moyenne. Si vous utilisez régulièrement la poste, votre budget annuel va augmenter de plusieurs dizaines d'euros. Les transports publics en Île-de-France ont également connu une hausse. Le pass Navigo mensuel passe à 90,80 € contre 88,80 € en 2025. Le ticket de métro à l'unité augmente à 2,55 € contre 2,20 € précédemment. Une hausse de 15 centimes qui peut sembler dérisoire, mais qui, multipliée sur l'année, pèse sur le budget des usagers quotidiens. Et ce n'est pas tout. Le prix du gaz a vu son abonnement annuel progresser de 13,10 €. Les tarifs des carburants pourraient augmenter de 4 à 6 centimes par litre selon les prévisions de l'UFIP, à cause d'une réforme des certificats d'économie d'énergie. Les cotisations de mutuelle santé augmentent
entre 4 et 4,7% selon la Fédération nationale de la mutualité française. Le tabac continue sa hausse avec certains paquets augmentant jusqu'à 50 centimes. Faites le calcul. Entre les hausses de tarifs et les revalorisations minimales des revenus, le pouvoir d'achat stagne, voire régresse pour de nombreux Français. C'est l'effet ciseau. Les revenus augmentent un peu, mais les dépenses contraintes augmentent davantage. Parlons maintenant du pouvoir d'achat, ce concept qui touche directement votre capacité à vivre dignement. En théorie, avec la revalorisation du SMIC et des pensions, on pourrait penser que tout va bien. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé. Regardons un salarié au SMIC. Il gagne 21 € de plus par mois en brut, soit environ 17 € net. Mais dans le même temps, s'il prend le métro quotidiennement en Île-de-France, ses dépenses de transport augmentent de 2 € par mois. S'il envoie régulièrement du courrier, cela lui coûte quelques euros de plus. Si son loyer est chauffé au gaz, 13 € de plus par an. Si sa mutuelle augmente de 4,5%, cela peut représenter 15 à 20 € mensuels supplémentaires selon son contrat. Rapidement, l'augmentation du SMIC est absorbée par les hausses de tarifs. Pour un retraité, la situation est encore plus délicate. Une revalorisation de 0,9% sur une pension moyenne de 1 400 € représente environ 12,60 € de plus par mois. Mais là encore, les dépenses augmentent. Mutuelles, énergie, alimentation, services postaux. Le gain réel est quasiment nul. Et n'oublions pas le contexte fiscal. En l'absence d'adoption complète d'une loi de finances pour 2026, certains dispositifs sont suspendus ou reportés. Le barème de l'impôt sur le revenu n'a pas été automatiquement indexé sur l'inflation, ce qui pourrait créer un effet fiscal défavorable si aucune mesure corrective n'est adoptée rapidement. Ajoutez à cela l'incertitude économique. L'instabilité politique observée en 2025, avec la censure du gouvernement Barnier, a créé un climat anxiogène pour les ménages et les entreprises. Selon la Banque de France et l'INSEE, cette incertitude pèse sur la consommation et l'investissement. Les ménages, inquiets pour l'avenir, épargnent davantage et consomment moins, ce qui, paradoxalement, ralentit l'économie et complique la réduction du déficit. Le taux d'épargne des Français reste élevé, signe que beaucoup anticipent des jours difficiles. Cette prudence est compréhensible, mais elle freine la croissance économique dont le pays a besoin pour sortir de cette spirale d'endettement. Maintenant, intéressons-nous au secteur économique, car si certains domaines résistent, d'autres souffrent gravement, et cela impacte l'emploi et la richesse nationale. L'industrie manufacturière française traverse une période difficile. Certes, l'aéronautique performe bien grâce à des entreprises comme Airbus, et certaines branches chimiques et pharmaceutiques restent dynamiques. Mais globalement, l'industrie française fait face à une concurrence internationale féroce, notamment de la part de la Chine. Les carnets de commandes restent peu fournis, selon l'enquête de la Banque de France. Le secteur de la construction est également en souffrance. L'investissement dans l'immobilier reste faible, pénalisé par des conditions de crédit restrictives et une incertitude politique. Les entreprises du bâtiment peinent à trouver des chantiers, et beaucoup d'entre elles voient leur activité stagner ou reculer. L'agriculture française n'est pas épargnée. Les tensions commerciales internationales, notamment avec la Chine et les États-Unis, ont impacté les exportations de produits agroalimentaires. Les exportations de boissons, par exemple, ont reculé de 4,9% au troisième trimestre 2025. Les agriculteurs font face à des coûts de production élevés et à des prix de vente qui ne suivent pas toujours. L'automobile française vit une transition complexe. Le passage à l'électrique nécessite d'énormes investissements, tandis que la concurrence chinoise sur les véhicules électriques s'intensifie. Les usines françaises doivent se moderniser rapidement, mais dans un contexte économique incertain, les décisions d'investissement sont difficiles à prendre. En revanche, les services marchands se portent relativement mieux. Le tourisme a bénéficié des Jeux Olympiques de Paris en 2024 et l'aéronautique tire les exportations vers le haut. Mais ces secteurs ne suffisent pas à compenser les difficultés des autres branches. Le taux de chômage reste sous les 8%, ce qui est positif. Cependant, il stagne et pourrait remonter légèrement selon les prévisions. Les difficultés de recrutement persistent dans certains métiers, révélant un décalage entre les compétences disponibles et les besoins des entreprises. Ce qui manque cruellement à l'économie française, c'est un cap clair. Les entreprises et les ménages ont besoin de visibilité sur les orientations politiques futures, notamment en matière de fiscalité et de dépenses publiques. Sans cette clarté, l'investissement reste timide et la croissance peine à décoller. Comment la France se situe-t-elle par rapport à ses voisins européens ? Parce qu'il est important de contextualiser notre situation dans un cadre plus large. Avec une dette de 117,4% du PIB, la France se place en troisième position des pays les plus endettés de l'Union européenne. Seules la Grèce et l'Italie font pire. Pour comparaison, la moyenne de la zone euro se situe autour de 87,4% du PIB. L'Allemagne, notre voisin et partenaire économique majeur, affiche un ratio de dette bien inférieur,
même si elle aussi fait face à des défis économiques. Le déficit public français en 2024 s'est établi à 5,8% du PIB. C'est largement au-dessus de la limite de 3% fixée par les critères de Maastricht, qui sont les règles budgétaires européennes. Pour 2025, le déficit devrait rester autour de 5,4% selon les prévisions du gouvernement, avec un objectif ambitieux de le ramener progressivement sous les 3% d'ici 2029. Mais voici le problème. Pour réduire ce déficit, il faut soit augmenter les recettes, soit réduire les dépenses, soit les deux. Augmenter les recettes signifie généralement hausser les impôts, ce qui n'est jamais populaire et peut freiner l'activité économique. Réduire les dépenses publiques implique des coupes dans des secteurs sensibles comme la santé, l'éducation ou les retraites, ce qui suscite des oppositions fortes. Nos voisins qui ont réussi à mieux maîtriser leurs finances publiques, comme la Suède ou les Pays-Bas, ont souvent mis en place des réformes structurelles courageuses. Ils ont accepté des sacrifices temporaires pour assainir leurs comptes publics sur le long terme. La France, en revanche, accumule les réformes inachevées et les reports de décisions difficiles. Les agences de notation financière surveillent de près la situation française. En 2025, Standard & Poor's a dégradé la note de la France d'un cran, la faisant passer de AA- à A+. Fitch avait déjà fait de même quelques semaines plus tôt. Cette perte du précieux AA n'est pas qu'une question d'image. Elle rend plus coûteux l'emprunt pour la France sur les marchés financiers, ce qui alourdit encore la charge de la dette. Quelles sont les perspectives pour l'économie française en 2026 et au-delà ? Les prévisions de croissance varient selon les institutions, mais elles restent modestes. L'INSEE anticipe une croissance autour de 0,8% pour 2025, tandis que la Banque de France table sur 0,7%. Pour 2026, les prévisions s'établissent entre 1 et 1,3%. C'est une croissance faible, insuffisante pour réduire significativement le chômage ou la dette. Pourquoi cette croissance reste-t-elle si limitée ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. L'investissement des entreprises demeure timide à cause de l'incertitude politique et budgétaire. La consommation des ménages est atone car l'épargne reste élevée. Les exportations sont freinées par un contexte international tendu, avec des tensions commerciales persistantes entre grandes puissances. L'inflation, elle, devrait rester maîtrisée autour de 1 à 1,5% en 2026, ce qui est une bonne nouvelle. Mais cette stabilité des prix masque des disparités. Certains secteurs voient que leurs coûts augmenter plus vite, notamment l'énergie et les services. Pour redresser la barre, la France devra prendre des décisions courageuses. Cela passe par une maîtrise rigoureuse des dépenses publiques, en identifiant les économies possibles, sans casser les services essentiels. Cela nécessite aussi des réformes structurelles pour rendre l'économie plus compétitive. Simplification administrative, formation professionnelle adaptée aux besoins du marché, soutien à l'innovation. Mais surtout, cela demande de la stabilité politique et de la clarté dans les orientations. Les entreprises ont besoin de savoir où le pays va pour investir en confiance. Les ménages ont besoin d'être rassurés sur l'avenir des retraites et du système de santé pour consommer davantage. Sans cette confiance, la croissance restera anémique. Voilà, nous arrivons au terme de cette analyse. La France en 2026 est à un carrefour. Avec une dette de 117,4% du PIB, un déficit qui tarde à se résorber et un pouvoir d'achat sous pression, le chemin à parcourir est long. Mais il n'est pas impossible. D'autres pays ont su redresser leurs finances publiques en prenant des décisions difficiles mais nécessaires. L'enjeu est maintenant entre les mains des dirigeants politiques et, in fine, des citoyens. Comprendre ces chiffres, c'est déjà un premier pas vers une meilleure prise de conscience collective. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux saisir la situation économique française actuelle. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette analyse avec vos proches. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse économique. Prenez soin de vous et surtout, restez informés.